La Lorraine forme la bordure orientale de la cuvette du bassin parisien. Les bords de cette cuvette comportent des lignes de relief en arc de cercle, les côtes. Approchons-nous. Voici une vue cavalière de la Lorraine. À gauche, la Meuse, à droite, la Moselle. Et voici la coupe du sous-sol à la hauteur de Pont-à-Mousson. Étant légèrement inclinées, les couches de marne, qui sont tendres, et celles de calcaire, qui sont beaucoup plus dures, viennent affleurer. La marne a été facilement usée sous l'effet de l'érosion, en formant ces côtes au profil typique, dont la partie abrupte fait toujours face à l'est. En avant des côtes, des vestiges de terrains anciens subsistent parfois sous forme de buttes. Le prolongement de la couche calcaire s'y retrouve. Voici par exemple les buttes de Toul, face aux côtes de la Meuse. Ces côtes, ces reliefs constituent des lignes de défense idéales. La Lorraine fut ainsi de tout temps fortifiée, comme en témoignent encore Toul et Verdun. Plus récemment, dans la ligne Maginot, dont nous voyons ici certains forts, les défenses furent établies le plus près possible de la frontière. Rempart de la France à l'est, la Lorraine fut très souvent dans l'histoire un champ de bataille, notamment au cours des dernières guerres franco-allemandes. Témoin les immenses cimetières de Verdun. Ces reliefs donnent également à la Lorraine une personnalité géographique bien définie. Voici les côtes. Et voici les cultures qu'on trouve souvent au voisinage des côtes. Cultures d'un genre particulier à la Lorraine. Vignes, arbres fruitiers et céréales y voisinent. Les parties françaises des bassins de la Meuse et de la Moselle délimitent approximativement les contours de la Lorraine. Dans les provinces d'alentour, nous rencontrons des paysages différents. Ainsi, en Champagne, dans les Vosges, dans l'Ardenne, parmi les collines qui limitent la plaine de la Saône. Le climat aussi diffère sensiblement. Plus chaud l'été, ce qui explique la présence de la vigne. La vie de la Lorraine est surtout concentrée au centre et au nord de la région. La Lorraine, avec ses grandes villes, est une région vivante qui possède une agriculture prospère, de vastes exploitations forestières et d'importantes ressources minérales. Ces ressources, exploitées industriellement depuis le XIXe siècle, ont modifié la physionomie de la Lorraine. Nous commencerons néanmoins par la vie rurale. Sur cette carte, les zones foncées représentent les forêts. Elles occupent un tiers de la Lorraine. La Wavre mérite d'être mentionnée à part. C'est une région argileuse où des bois clairsemés d'étangs disputent le terrain aux cultures. Les côtes conditionnent la majeure partie de la vie rurale. Elles sont boisées à leur sommet, fertiles sur leur pente. La vigne subsiste. Mais elle est souvent remplacée par des arbres fruitiers et très particulièrement des mirabelliers, qui donnent des fruits d'une exceptionnelle qualité. La vie rurale présente en Lorraine des caractères profondément originaux. Dans la campagne, il n'y a pratiquement pas de fermes isolées ou de hameaux, comme dans les autres provinces françaises. L'activité rurale est entièrement centrée sur des villages d'un type très particulier. Les bâtiments de ferme sont juxtaposés le long de la route, comme les maisons d'une ville, et la vie s'écoule au grand jour dans cette rue. Les cours de ferme ne sont pas cachés derrière les bâtiments. C'est la rue, avec ses fumiers et ses tas de bois qui en tient lieu. Les volailles y sont chez elles.
Les villages de côte, où les arbres fruitiers sont nombreux, comportent le plus souvent un ou plusieurs ateliers de distillation. La Lorraine demeure aujourd'hui un pays de polyculture. L'élevage a pris une importance particulière. Il est pratiqué dans des enclos. Elle écoule une partie de ses productions dans les grands centres de transformation. Le lait est dirigé vers les fromageries. Les fromageries constituent souvent des industries importantes, où la mécanisation est poussée au plus haut degré. Le lait que nous voyons dans cette cuve permettra la fabrication d'un fromage de gruyère. Le grain va aux minoteries. Les minoteries sont aujourd'hui de grandes usines. Dans les salles, on ne voit jamais personne. Toutes les opérations de la meunerie s'effectuent automatiquement. Orge et houblon sont traités pour contribuer à la fabrication de la bière. Voici la salle où ils sont brassés avec de l'eau, d'où le nom de brasserie. La Lorraine fabrique de 7 à 10 millions d'hectolitres de bière par an. Les fruits vont aux conserveries. À côté des régions de culture, s'étend la forêt, qui, rappelons-le, occupe un tiers de la Lorraine. Avec ses hêtres et ses chênes, elle fournit du bois d'œuvre. Avec ses sapins, elle alimente les papeteries. Et voici la Wavre avec ses bois, ses étangs, ses cultures. Si la Lorraine entretient sa vie rurale traditionnelle, elle s'est créée, depuis 80 ans, une physionomie nouvelle par la mise en valeur d'un sous-sol riche en sel-gemme, en minerai de fer et en charbon. Voici du sel-gemme à l'état brut, autrement dit du sel de cuisine non raffiné. Les gisements de sel-gemme s'allongent sur 70 km de distance, entre la Moselle et la Sarre, à une profondeur de 120 à 160 mètres. Le sel extrait des mines lorraines représente la moitié de toute la production française. Les mines de sel étaient jadis de petites entreprises artisanales qui alimentaient le marché du sel de cuisine. Depuis le début du siècle, elles sont devenues le centre de puissantes industries chimiques. Situées le long du canal de la Marne au Rhin, voici les usines de Dombasle, près de Nancy. Le sel est extrait sur place. Le calcaire est amené par téléphérique de carrières situées au voisinage immédiat de Nancy. La soude produite est évacuée par péniche. Le minerai de fer de la Lorraine est exploité sur 116 000 hectares. C'est le deuxième bassin du monde. La production d'acier, qui était de 4 800 000 tonnes en 1913, a progressé jusqu'en 1929 pour baisser ensuite. Après la guerre, elle reprit sa marche ascendante pour atteindre en 1954 7 millions de tonnes, plus des 2/3 de la production française. Sur le plateau de Briey, le minerai est extrait par des puits, du reste peu profonds. Il est souvent transporté par téléphérique jusqu'au lieu du traitement. Le long des côtes de Moselle et des vallées affluentes, l'exploitation se fait par galerie à flanc de coteau. Le minerai sort de la mine dans des wagonnets qui sont acheminés directement aux stations de concassage et de calibrage. Jadis, il était traité dans de modestes installations d'aspect artisanal, dont on retrouve des témoins dans la campagne lorraine. Ces souvenirs ne sont pas tellement vieux, ils n'ont pas un siècle.
Aujourd'hui, les hauts fourneaux font partie d'énormes ensembles. Le minerai est introduit à leur sommet. Les réactions s'opèrent à l'intérieur. Au pied, de 6 heures en 6 heures, la fonte est recueillie. Il y a en Lorraine plus de 100 hauts fourneaux qui, travaillant nuit et jour, produisent plus de 20 000 tonnes de fonte en 24 heures. Après que la fonte ait été transformée en acier par des convertisseurs, cet acier devient à son tour produit semi-fini et fini, tôle, poutre, rail, etc., avant d'être dirigé sur les centres de transformation, dans la région parisienne et dans le Nord notamment. Ici, nous voyons l'usinage d'un lingot d'acier dans un train de laminage à chaud. Le lingot est entré lentement dans le premier laminoir. Dans un mouvement continu, il va de l'un à l'autre. À la sortie du dernier, il est transformé en un mince ruban de tôle de plusieurs centaines de mètres, entraîné à 40 km à l'heure. Exploitation minière, hauts fourneaux avec leurs coqueries, aciéries, laminoirs, forment au sein de firmes puissantes des ensembles industriels complets. Ces firmes possèdent parfois, comme c'est le cas pour la société de Wendel, un réseau de chemins de fer privés. Ces installations s'étirent le plus souvent le long des vallées en des agglomérations indéfinies. Voici par exemple la vallée de l'Orne. Et voici Longwy, qui officiellement ne compte que 16 500 âmes, mais qui constitue avec Mont-Saint-Martin, Rehon et d'autres pays une agglomération de 50 000 habitants. Les gisements de charbon sont situés au nord-est de la Lorraine. Ils sont le prolongement du bassin sarrois. Leur production était de 4 millions de tonnes en 1913, sous l'occupation allemande. En 1939, elle est presque doublée. Après le déclin de la guerre, elle reprend son essor pour atteindre 13 millions de tonnes en 1954, soit 1/5 de la production française. Aujourd'hui, les mines de charbon de la Lorraine sont celles qui, en France, sont équipées de la façon la plus moderne. Les techniques d'abattage, et surtout d'enlèvement du charbon, mettent en œuvre l'équipement mécanique le plus moderne. En outre, la disposition des veines de charbon permet une exploitation aisée. Grâce à ces particularités et à cet équipement, la moyenne de charbon extrait par jour et par mineur est la plus élevée d'Europe. Cependant, hier encore, malgré cette importante production et cette capacité d'exportation, la Lorraine restait entièrement tributaire pour le charbon à coke du Pas-de-Calais et surtout de la Roure. Grâce à de nouveaux procédés techniques, on obtient aujourd'hui du coke métallurgique à partir des houilles lorraines. Le charbon peut ainsi être envoyé aux mines de fer, distantes de 60 km, et sous forme de coke, commencer à s'associer pour la production de l'acier et du fer. Le gaz produit dans les coqueries est en partie utilisé sur place, en partie expédié vers la région parisienne par une conduite sous haute pression. À côté des coqueries, de puissantes industries chimiques exploitent et transforment les produits de distillation, créant ainsi de nouvelles sources de richesse. Les installations que nous voyons sont celles de Carling. Enfin, ce charbon se transforme dans de puissantes centrales en électricité qui alimentent la région et contribue puissamment à répondre aux besoins de l'ensemble du réseau de distribution français. Bien que la Lorraine soit constituée par le bord oriental du bassin parisien, ces eaux échappent à cette cuvette en s'écoulant le long des côtes, par la Meuse et la Moselle, vers le nord.
la ligne de Paris qui, par Bar-le-Duc, conduit soit à Nancy, soit à Metz, et la grande transversale maintenant électrifiée Valenciennes-Thionville franchissent ces obstacles, ainsi que le canal de la Marne au Rhin. Voici la Moselle à Liverdun. Et voici le pont par lequel le canal l'a franchi. Ce pont est situé au voisinage immédiat de la voie ferrée d'ailleurs, car tous les chemins empruntent le plus souvent les mêmes défilés. Nés dans un cadre rural qui n'était pas préparé à les recevoir, ces industries n'ont pu trouver sur place la main-d'œuvre suffisante. Elles ont suscité l'immigration de nombreux étrangers. La présence pose de difficiles problèmes de logement et d'assimilation. Des cités ont été édifiées au voisinage des localisations industrielles, créant des groupements humains qui n'ont plus rien à voir avec les villages traditionnels. Mais les glorieux souvenirs du passé subsistent. Voici Don Rémy, où est née Jeanne d'Arc. Voici la maison natale de l'héroïne nationale. Les vieilles bourgades lorraines, communes libres qui ont survécu pendant des siècles, petites seigneuries ecclésiastiques ou civiles, demeurent aussi. Neufchâteau, Mirecourt, Épinal, Commercy, Lunéville, qu'on surnomme le Versailles lorrain pour son grand et fastueux château, Toul, avec sa cathédrale, Bar-le-Duc. Et il ne faut pas oublier les villes d'eau, l'une des richesses de la région, Plombières, Contrexéville et surtout Vittel, de réputation mondiale. Au-dessus de ces petites villes règnent Metz et Nancy. Metz, qui s'enorgueillit d'une belle cathédrale, était au Moyen-Âge une importante place de commerce. La porte des Allemands rappelle son passé guerrier. En 1553, l'échec de Charles Quint sous ses murs démontre la valeur stratégique de la ville. Au XIXe et au début de ce siècle, Metz est devenue la caserne et le magasin d'une vaste région fortifiée. Tout l'urbanisme consistait alors à faire de la place aux soldats. L'occupation allemande de 1870 à 1914 a laissé subsister de lourds bâtiments, la gare et la poste notamment. Mais située au carrefour d'une région en plein essor industriel, Metz est promis à de grandes destinées. Nancy, dès le XIIe siècle, fut la résidence fortifiée des ducs de Lorraine. En 1477, Charles le Téméraire trouva la mort devant la ville au cours de la bataille qui assura l'indépendance de la Lorraine. Le vainqueur du Téméraire, René II, développe et fortifie la ville. Il se construit un nouveau palais. Au XVIIIe siècle, Stanislas la dote d'un quartier princier. Malgré ses fastes, elle resta cependant jusqu'en 1870 une ville de maigre importance. Mais alors, l'immigration massive de ceux qui ne voulaient pas être allemands modifie son destin. De 48 000 en 1872, sa population est passée à 160 000 habitants de nos jours, compte tenu de sa banlieue. Elle est ainsi devenue une ville vivante et prospère. Elle est dotée d'un port actif. Résumons-nous. La Lorraine est formée des bassins de la Meuse et de la Moselle. Elle est caractérisée par son relief de côte. Un tiers de la Lorraine est occupé par des forêts. Son agriculture reste fidèle aux traditions locales. Mais par ses mines de sel, de fer et de charbon, la Lorraine est devenue au cours du XXe siècle
l'une des premières régions industrielles d'Europe. Agriculture peu modernisée, industrie en pleine extension, la Lorraine est, pour le passant, terre de contraste.